Il dit că e capabil, mais attends. Trebuie doar să te ridici așa că acolo cu aparatul ăla te filmează și vrea să te vadă fiind cum face actorul ăla cinema, așa, mergi la mișto, așa, ca... El. Tu trebuie să mergi așa. Nu vreau. De ce? Nu vreau. Hai, Așa stau așa. nu, te așezi înapoi pe scaun, doar așa ca să vadă dacă ești capabil, cum te ridici tu în picioare, ia. Hai, nu, fă, da, faci un exercițiu, te pui înapoi. Ei, îi făze de la... Tarantarili, tarararili, lu. Ce spui tu, mă? Tata a toujours eu une certaine fierté, comme un certain ego en fait. Il n'a jamais voulu nous laisser savoir qu'il perdait un peu ses repères. Donc à chaque fois qu'on le voit puis qu'on lui dit « Hey Tata, mettons je lui dis « Hey Tata, comment je m'appelle? » Au lieu de m'avouer en fait qu'il n'en a aucune idée, il va juste dire quelque chose du genre Ah, toi réponds. Ou Ah, tu sais la réponse, pourquoi tu me demandes ça? Ou Ah, c'est pas de tes affaires. Știi unde suntem aici, nu? Ce oraș este? Uite. Ou je sais pas trop, mais il veut pas laisser paraître en fait qu'il en a aucune idée. Si on arrive dans une pièce puis qu'on voit Tataï parler tout seul avec lui-même, il va arrêter de parler, il va faire comme si c'était comme si de rien n'était, comme s'il avait jamais eu de conversation avec lui-même. Dans la maladie d'Alzheimer, les premiers signes d'habitude, c'est quand même un trouble de la mémoire. Les gens commencent à avoir de la difficulté à se souvenir de ce qu'ils ont fait, les conversations qu'ils ont eues. Ils reconnaissent très bien leurs enfants, leurs proches, tout ça, mais ils commencent à avoir des petits troubles de mémoire. Nous, quand on les voit en évaluation, ils n'ont pas d'atteinte justement des activités de la vie quotidienne. Ils sont encore fonctionnels. Il y a des gens qui commencent souvent quand ils sont relativement jeunes. C'est souvent au travail que les gens vont se rendre compte que c'est compliqué parce qu'ils ont des oublis, ils ont plus de difficultés à prendre des décisions au travail. Chez les gens qui travaillent, qui sont assez jeunes, tu sais, des gens qui ont 60 ou 65 ans, ça peut commencer comme ça. Je pourrais pas dire. Nous, on a quand... C'est sûr que, je dirais, un des gros drames de la vie de ma mère, je dirais, ça a été la naissance de mon fils le plus vieux, là, quand elle a su que j'étais... C'était son premier petit-enfant. Ça fait que quand elle a su que j'étais pour avoir un enfant handicapé, pour elle, ça a été terrible. Ça a été... Elle l'a jamais accepté. Mais là, on parle de 1992. Puis, on trouvait que dans les années qui ont suivi, son comportement a changé. Là. Elle est devenue plus amère, plus... C'est qu'on s'est des fois demandé est-ce que ce serait l'élément déclencheur. Mais encore une fois, on a commencé à se rendre compte de ces symptômes autour de 95-96. Mais peut-être que ça a été un élément déclencheur, puis on n'a pas vu les symptômes. Mais dans ce qui a été extrêmement difficile pour elle, c'est qu'elle a commencé sa maladie, elle était encore au travail comme professeure, puis elle était professeure de musique, et puis elle avait au primaire, puis elle enseignait la musique dans 5 écoles différentes, ça fait qu'elle avait à peu près 500 élèves. Ça fait que les 2 dernières années de sa vie d'enseignante, puis c'était une excellente enseignante, là, les gens l'aimaient beaucoup, mais elle est devenue insupportable, puis elle était plus capable de se souvenir. Elle se souvenait presque pas des enfants. Quand ça venait le temps de faire les bulletins, qu'elle amenait ça chez elle, puis qu'elle voyait le nom d'un enfant, elle se souvenait plus c'était qui. Ça fait qu'elle mettait à peu près n'importe quelle note, à peu près n'importe quel commentaire. Les parents étaient pas contents après parce que trouvaient que ça ressemblait pas à leur enfant. Le directeur d'école, il trouvait qu'elle était plus compétente, mais personne ne savait pourquoi elle était comme ça, t'sais. Ça fait que ce qui fait qu'elle a terminé sa carrière comme quelqu'un dont on a hâte qu'il termine parce qu'elle devient incompétente. Puis ça, j'ai toujours trouvé ça terriblement triste parce qu'elle a eu une belle carrière, elle a été un professeur aimé, mais les dernières années, la maladie a fait que, puis son refus de parler de ses problèmes a fait que ça a été un peu, elle a été rejetée, puis elle a terminé sa carrière, tu sais, de manière un peu triste, là.
Fait que, puis l'anticipation de la retraite pour elle lui faisait terriblement peur. Ça fait qu'on s'est souvent dit, c'est pour ça qu'elle fait une dépression, c'est pour ça qu'elle est pas bien, parce qu'elle va prendre sa retraite. Fait que qu'est-ce qui a fait, c'est difficile dans cette période-là qui est de la naissance de mon fils, l'anticipation de la retraite, etc. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur parmi ça? Peut-être, peut-être. Mon père était capable de prendre le métro, venir au métro, 2 stations de métro jusqu'à mon magasin. OK. Il faisait semblant qu'il travaille. OK. Il restait, il mangeait avec moi. Il prenait une demi-bouteille, une quart de 200 grammes de vin. OK. Puis après ça, il dit, oh, moi je cherche à travailler, je vais aller chez nous. Veux-tu m'écrire sur papier l'adresse, s'il te plaît? Mais je dis, gars, je te l'ai dit 12, 21. Non, écris-le. Tapeur, l'adresse, s'il te plaît. J'y faisais un billet avec l'adresse tout le temps. Il donnait au chauffeur de taxi, il l'amenait chez lui. Il donnait l'argent et $10 et allait chez lui. Chez lui, ce qu'il faisait, il montait en bas, il montait en haut, après ça, il descendait en bas au dépanneur, il s'achetait de la loterie et encore la bière ou du vin. OK? Ça recommençait le lendemain, j'allais le chercher ou par lui-même, je l'appelais, puis finalement, il venait. Mon numéro de téléphone, il l'écrivait partout parce qu'il oubliait mon numéro de téléphone. Donc, son adresse, il mettait toujours des billets dans sa poche, mon téléphone tout le temps dans les poches. Donc, il a fonctionné comme ça à peu près 3 ans, sinon plus. OK? Si je regarde les dates. Et je me suis dit, à chaque fois, j'ai sauvé mon père. OK, il a eu des accidents vasculaires. Il y a eu des artères bloquées. Ils lui ont débloqué les artères. OK, j'ai trouvé les médecins. Il y a eu un cancer de la prostate, je me suis arrangé, il s'est fait traiter, il n'y a pas de problème, tout est bon. Donc, je dit, je vais le sauver chaque fois. OK? Il est fort. OK? Il a de l'énergie, il te pousse, il est extraordinaire, il n'y a pas de problème. Mais, même par lui-même, des fois, il dit, oh, je suis confus. La transition, en fait, vers la maladie de l'Alzheimer, on l'a pas vraiment vue parce que Tatae, en fait, a toujours été un peu funny, un peu bizarre en disant des choses qui tenaient pas vraiment la route parce qu'il parlait un mélange de français et roumain. Il se répétait beaucoup. Il disait comment marche l'école, c'est-à-dire comment ça va à l'école, quelle année toi, et c'est-à-dire t'es quel âge. Puis sinon, on n'avait pas vraiment d'autres sujets de conversation. Puis c'est des mots, en fait, qui sont quand même restés. Même au début de la maladie, il nous redisait ces 2-3 phrases-là. Donc nous, on répondait. Puis même si il nous le répétait 2 minutes après, on pensait que c'est juste qu'il voulait avoir une conversation avec nous, mais dans le fond, il ne connaissait pas d'autres mots. Donc on n'a pas vraiment vu la transition. Je dirais que c'est plus après sa fugue qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de vraiment plus bizarre qui arrivait avec lui, puis qui était vraiment désorienté pour de vrai, qui faisait pas ça juste pour nous faire rire, puis que c'était peut-être plus grave qu'on pensait. Il m'a laissé une lettre. OK? Il a écrit moi demain je pars, je suis bien. Puis je vous envoie, je ne sais pas quoi, salutations, je l'ai encore, OK? Il a ramassé tout comme ça, il m'a laissé un billet sur la table, puis il demandait à chaque personne au taxi pour l'amener à l'aéroport, OK? Les gens, ils l'ont vu, peut-être pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il a embarqué dans un autobus qui va sur la rue Sherbrooke parce qu'ils l'ont trouvé à Notre-Dame-de-Grâce, donc là où il finit. S'il aurait continué encore de marcher, il aurait fini sur les tracks de train, puis on ne l'aurait pas trouvé. Ils l'ont trouvé passé à la télé, OK? Ils l'ont trouvé quelque part près d'un garage, puis c'était l'été. Il a passé une nuit et une journée dehors, s'en allait pour passer la deuxième nuit. Ils l'ont trouvé avant le début de la deuxième nuit. Donc, ils l'ont vu près d'un garage, puis les gens pensaient que c'est mon garage là-bas. Non, je ne connais pas comment il est rendu là-bas. Et même aujourd'hui, je lui demande, tu as fait une fugue? Il dit non, j'étais juste à côté au parc.
Comment ça évolue? Bien, tu as une accentuation de ces troubles de la mémoire épisodique, donc la mémoire des choses que j'ai faites, hein, des événements. Et puis, j'ai aussi une atteinte quand même de la mémoire qu'on appelle sémantique, donc la mémoire des connaissances. OK? Donc, tranquillement. Et ça évolue tranquillement, puis je vais développer une atteinte des fonctions exécutives, donc ma capacité de planifier, de programmer des actions, le jugement, ma capacité d'inhiber des comportements qui sont inappropriés. Je vais dire des choses, pas de filtre, etc. C'est sûr que l'évolution va être variable d'une personne à l'autre, mais il y a quand même un profil d'évolution qui est relativement homogène d'une personne à l'autre. Relativement. Parce que, on pourrait en parler longtemps, parce que, bon, moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur la caractérisation des profils cliniques de maladie d'Alzheimer. Il y a des gens qui vont commencer avec des gros troubles du langage, puis d'autres avec des gros troubles de mémoire, puis d'autres avec une grosse désorientation dans l'espace, puis ils vont évoluer les trois vers une maladie d'Alzheimer. Donc, avec les années, va se rajouter un peu les symptômes qu'on avait observés chez les autres. Donc, des troubles du langage, une désorientation temporo-spatiale, et puis des troubles exécutifs, des troubles de mémoire. Ça a été compliqué. On a eu, officiellement, on a eu un diagnostic final grâce à l'autopsie, après son décès. Mais donc, puis comme c'est un Alzheimer précoce, on situe qu'elle a commencé à avoir des problématiques, je dirais, suffisamment subtiles, mais assez pour qu'on s'en rende compte. Elle avait 58 ans. Ça a été des années difficiles, là, parce qu'elle a commencé on situe ça, comme je disais, à 58 ans. Elle est décédée, elle avait 70 ans, un mois avant ses 70 ans. Ça fait que ça a été 12 années excessivement difficiles, parce que c'était une détérioration lente, mais qu'on voyait quand même, qu'on observait à chaque fois qu'on la rencontrait. Encore, tout le long de sa maladie, c'était pas possible de lui en parler. Elle mettait toutes ses énergies, voire même une forme d'agressivité à convaincre qu'elle n'était pas malade, à cacher ses pertes, et puis de plus en plus difficile. On voyait presque la terreur dans ses yeux parce que je pense qu'elle se rendait compte qu'il y a quelque chose qui allait pas bien, mais elle était incapable de s'ouvrir aux gens puis de dire « je vais pas bien ». C'était vraiment fermé. Quand je rentre à la maison, souvent, tu sais, il sait pas, des fois, il sait on est qui, des fois, il sait pas on est qui. Il pense qu'on vient habiter chez lui, mais dans le fond, c'est chez moi aussi. Il nous demande, ben, si où t'habites, où ta chambre? Puis je lui dis, ben, juste là, ma chambre, tu sais. Puis je trouve ça difficile. Puis il va commencer à être agressif quand je vais repasser devant lui. Des fois, il va se lever, il va montrer le poing, puis je le vois qu'il sait pas je suis qui. Puis des fois, moi, ça me fait peur à certains moments, mais mon père, il est jamais bien loin pour calmer la situation. Encore aujourd'hui, quand mon père va faire des commissions, puis il peut pas toujours apporter mon grand-père, il nous demande à nous, à moi puis mes soeurs et frères, de surveiller à tour de rôle mon grand-père. Puis c'est toujours stressant parce que je sais jamais comment réagir vu qu'on parle pas vraiment la même langue. Souvent, ça arrive que mon grand-père il veut partir en Roumanie parce qu'il pense qu'ici, c'est la Roumanie ou que la Roumanie, c'est pas loin d'ici. Donc, c'est arrivé une couple de fois qui est allé cogner chez des voisins pour demander un billet d'avion ou un billet de bateau pour partir en Roumanie. Ou, je sais pas, des fois, il est dans l'auto puis il veut juste pas sortir. Bon, dans la maladie d'Alzheimer, quand on parle d'un trouble de la mémoire récente, dans les premiers symptômes, c'est que c'est les événements les plus près de maintenant qui sont oubliés. C'est-à-dire que je vais avoir oublié ce que j'ai fait je sais pas, cet été, mais je ne vais pas avoir oublié Noël passé. OK? Puis tranquillement, avec l'évolution de la maladie, la durée de l'amnésie rétrograde, c'est une amnésie qui part d'aujourd'hui puis qui va dans le passé, est de plus en plus longue. Et ce qui est le mieux préservé, c'est les événements qui sont plus anciens, qui sont préservés. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a eu beaucoup d'études de fait sur cette, on appelle ça un gradient temporel. OK? Donc, plus c'est récent, plus c'est oublié, plus c'est ancien, plus c'est préservé. C'est ça le gradient temporel. C'est pas parce que c'est ancien que c'est si préservé que ça.
OK? Puis des fois, ce qu'on a chez nos patients, c'est un télescopage de choses qui sont arrivées à des gens proches d'eux. Donc, ils vont se rappeler des choses, mais c'est pas si vrai que ça. Et c'est difficile à vérifier. Mais des fois, tu dis « Ah oui, j'étais infirmière. » C'était pas infirmière, c'est sa sœur qui était infirmière. Donc, c'est pas parce que la personne le rapporte que c'est vrai. Mais c'est vrai que le principe de base, c'est que les choses anciennes sont mieux préservées que les choses récentes. Plus ça allait, plus c'était difficile pour mon père. Et puis tranquillement, je dirais que elle lâchait prise, là. Elle était plus capable de camoufler, de cacher, elle était plus capable de faire à manger, elle était plus capable de rien faire. Et puis, nous, on essayait, à un moment donné, c'était devenu trop lourd pour mon père. Lui, il voulait pas la placer. En même temps, il se rendait compte que tout seul, il n'y arriverait pas. Fait nous, on avait peur de perdre notre père aussi. On se disait, on va les perdre les deux. Il était en train de s'épuiser. Et puis, là, il est venu un temps où est-ce qu'il a envisagé, il a dit, je serai plus capable tout seul. Fait que le médecin lui a dit, il faudrait que vous la placiez. Il nous a consultés, nous. Il voulait pas y aller contre notre gré, mais en même temps, on s'est dit, je pense qu'il faudrait envisager. Puis, il essayait vraiment de la placer au moment où elle serait pas capable de se rendre compte qu'elle était placée. Parce qu'il s'est dit, si je l'amène quelque part puis que je la laisse là, elle va tellement m'en vouloir, elle comprendra pas, elle va vouloir revenir. Fait qu'il avait comme un peu dit, écoute, je vais t'amener à un endroit où tu vas te reposer. Parce qu'elle disait, je me sens pas bien, tu vois que je suis pas bien. Fait qu'il avait dit, je vais t'amener là, tu vas te reposer pendant un bout de temps, il va y avoir des infirmières qui vont prendre soin de toi. Puis probablement que, tu sais, ça va peut-être t'aider. Il a essayé de trouver un moyen pour la faire rentrer au foyer à Rimouski. Puis elle a accepté. Elle a dit, c'est une bonne idée, j'accepte. Puis finalement, la journée où il l'a amené, lui, il pleurait. Il l'a rentré dans sa chambre. Et puis là, elle s'est mise à pleurer. Puis elle a dit, je peux pas croire que tu me laisses ici tout seul. De contracter un cancer du poumon, il faut s'en occuper aussi. Je lui pose des questions, il n'est plus clair pour lui qui je suis. Okay? Je lui demande qui je suis, il dit son frère, son cousin. Je suis ton fils. Oui, montre-moi les papiers. C'est vrai? Peut-être. J'ai combien d'enfants? Je dis combien d'enfants? T'as un enfant? Il dit non, j'en ai 4. Je dis non, moi j'ai 4 enfants, sont tes petits-neveux. Des petits-enfants, pardon. Puis j'ai dit, moi, non, c'est pas vrai, j'ai 4 enfants, OK? Il se rappelle de ses frères et sœurs. C'est qui, lui, dans la maison? Sono fratello domestico. Mamma. Ta maman, oui. C'est la question de est-ce que c'est inéluctable ou pas, est-ce que j'ai une maladie d'Alzheimer quand je nais ou à peu près parce que j'ai des caractéristiques de propension à la développer. C'est très, très, très discuté. Ça reste quand même assez controversé. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a cette maladie-là, on la porte en nous, même si on n'a pas de symptômes physiques, puis on l'a peut-être à 40 ans ou à 45 ans, puis que c'est inéluctable. Et puis le seul contrôle qu'on a, c'est sur des facteurs de protection ou de risque qui vont changer le moment où le diagnostic va être posé.
mais qui ne vont pas changer le fait de l'avoir ou pas. Il y a d'ailleurs des études intéressantes sur la démence en général qui ont été faites chez des gens qui ont 80 ans au départ, et puis ils ont séparé le groupe en des gens qui étaient intellectuellement très actifs, toujours très actifs à 80, là, qui lisaient beaucoup, qui allaient au cinéma, la musique, qui apprenaient une autre langue, etc. Des gens qui étaient inactifs. Et il y avait un délai, bon, il y en a au bout de 15 ans, il y en a un pourcentage qui ont développé une démence, mais en termes de temps, pour établir le diagnostic, il y avait un délai de 5 ans. Ceux qui étaient actifs cognitivement développaient la maladie 5 ans plus tard que ceux qui ne l'étaient pas. Mais ils l'ont développé pareil. Est-ce qu'il y en a dans le groupe qui ne l'ont pas développé parce qu'ils étaient actifs? Puis tout ça, bon, on ne sait pas, ils ne l'ont pas développé, donc on ne peut pas vraiment le vérifier. C'est sûr que pour ma mère, le fait qu'elle a commencé son Alzheimer à 58 ans, pour nous, ça a semé aussi, outre ce que ça nous faisait vivre par rapport au fait qu'on aimait notre mère, notre père et tout, ça nous a ramené à notre propre situation à nous en se disant, mais mon Dieu, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que nous autres, dans la famille, on risque de souffrir d'Alzheimer précoce aussi? On sait que quand c'est un Alzheimer précoce, il y a plus de risques que ce soit héréditaire. Fait que c'est certain que depuis des années, là, ça fait 11 ans qu'elle est décédée, puis bon, après ça a duré 12 ans. Ça fait qu'on vit avec cette crainte-là depuis tout ce temps-là. Mes sœurs et moi, mon frère et moi, on s'en parle régulièrement. À la rigueur, on essaie de dédramatiser en se taquinant, tu sais. À partir du moment que je dis « Où est-ce qu'est ma sacoche?», on a entendu cette phrase-là entre nous de la part de ma mère pendant des années. Fait que là, on se taquine, tu sais. Bon, ça y est, tu sais... Mais on essaie de blaguer avec ça, mais on a peur quand même, tu sais. Fait que moi, mon suivi médical avec mon médecin, je lui en ai parlé dès le départ. J'ai dit, ben moi, j'ai une mère qui a débuté un Alzheimer à 58 ans, donc je vous le dis, puis surveillez-moi. Si j'ai des craintes, si j'ai des symptômes ou tout ça, ben je vais venir vous en parler, puis allumer que ça pourrait être ça. Fait qu'on vit avec cette crainte-là. J'ai eu 58 ans le mois passé. Fait que j'arrive dessus pile. Je suis la plus vieille de la famille. Je pense que toutes mes sœurs et mon frère me regardent aller en se disant « On va voir si c'est elle qui l'attrape en premier ». Fait que je me pose continuellement la question. Je pense que je fais ce qu'il faut pour essayer de prévenir, puis je peux pas faire plus. Fait que j'essaie d'avoir un mode de vie qui est sain. J'essaie de garder mon esprit occupé. Je travaille beaucoup, mais j'aime ça. J'essaie de pas trop m'en faire avec « Mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver si jamais ça m'arrive? » Parce que, anyway, si ça m'arrive, on prendra les décisions à ce moment-là. Puis m'en faire maintenant alors que je ne l'ai pas, je présume, ben ça sert à rien, je me gâche mon présent. Je doute de mon équilibre mental. Côté tendre, on dirait que je ne suis pas capable. C'est comme un parent qui amène son enfant à la garderie puis que ça lui crève le cœur de laisser son enfant il se met à pleurer. Puis 2 minutes après qu'il est parti, l'enfant il joue, est heureux, tout ça. Mais s'il voit que son parent il pleure, tu comprends, il pleure, il va faire toujours ça. Donc tu sais, au moment donné, il faut... Mais c'est pas évident, c'est facile de voir l'extérieur, c'est pas... Là, je me suis demandé moi-même, peut-être je dois avoir un psychologue, est-ce que c'est pas moi qui est dépendant à sa présence parce que, mettons, séparation, les enfants grandissent, puis, je sais pas, peut-être une insécurité. Je travaillais toujours avec lui. Peut-être que j'ai besoin de me libérer vraiment, là, comme un esclave, là, tu sais. L'esclave qui commence à aimer sa chaîne. Peut-être je suis comme celui qui... Tu comprends? Un esclave qui aime ses chaînes dorées. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui affecte les proches énormément, puisque de toute façon, comme il y a des altérations du fonctionnement quotidien, il faut absolument que les proches soient là pour prendre la relève. À cause des troubles de mémoire, souvent, ça pose des problèmes, des problèmes de jugement aussi, des problèmes de planification, d'organisation. Ça prend des gens autour bienveillants qui vont aider la personne à prendre les bonnes décisions puis à s'adapter à sa vie quotidienne. Donc, ça affecte beaucoup les proches. Puis, ce qui est important, si je me fie à mon expérience de neuropsychologue clinicienne, quand on donnait le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer, en collaboration évidemment avec le médecin, le neurologue ou le gériatre, quand on n'est pas mal sûr du diagnostic, on rencontre les proches afin de leur expliquer la nature des problèmes que les gens présentent. Parce que, par exemple, les gens vont dire « Ah ben, si je la pratique, ça va aller bien », mais c'est pas vrai.
tu sais, à un moment donné, tu as beau te pratiquer, tu ne seras pas meilleur parce qu'il y a un trouble important de mémoire, puis c'est pas en pratiquant telle chose que tu vas devenir meilleur, etc. Donc, c'est important que les proches connaissent les limites de la personne, connaissent aussi ce qui est bien préservé chez cette personne-là. Hein? Donc, les faiblesses puis les forces de la personne pour essayer de tabler là-dessus pour assurer un fonctionnement quotidien le plus agréable possible. Puis aussi, il faut faire attention parce que c'est pas parce que quelqu'un n'a pas de mémoire ou se souvient pas d'un anniversaire que vous avez fait pour fêter ses 78 ans, qu'au moment où elle était fêtée par ses proches, par ses petits-enfants, elle n'a pas eu de plaisir. Et nous, on dit à nos proches, vous avez quelqu'un qui a de la difficulté à mémoriser tout ça, mais qui n'a pas de difficulté à apprécier la vie quotidienne, le présent. Donc, essayez que le présent de cette personne-là soit le plus agréable possible, même si elle ne s'en souvient pas. Et prenez des photos. Elle va s'en souvenir au moins avec des photos, puis des vidéos, puis tout ça. Ça, c'est pas connaître. Qu'est-ce que dit vous, toi? Est-ce qu'il est beau? Qu'est-ce que dit pas? Jamais. Jamais, toi. Tata. Ce sare în sus așa. Banga! Viața e bună, știi? Viața e bună. La vie est bonne. Tinde să nu alunici, te rog. Fais attention pas glisser. Viața e bună, știi?